Dans cette vidéo, je vais vous partager le funnel de recrutement qu'on utilise chez Upscale et qu'on partage aussi à nos clients parce qu'en moyenne, nos clients, ils génèrent une team au minimum de 2 à 3 personnes parce qu'en réalité, pourquoi les gens ils viennent vers nous? Alors oui, c'est aussi pour l'acquisition client parce qu'en fait finalement on leur vraiment littéralement on leur fait passer tout leur business, mais parce qu'en fait on les aide aussi justement avec les talents. D'accord, donc avec le personnel et du coup aussi en termes de recrutement et des délivrables de recrutement, parce que le meilleur moyen de scaler c'est d'avoir les bonnes personnes aux bons endroits, d'accord. Et forcément pour trouver les bonnes personnes, là généralement il y a une grosse contrainte chez les clients. C'est pour ça d'ailleurs on a des clients aussi qui font plus de 10 000 euros par mois, qu'en réalité lorsqu'ils viennent vers nous, en fait c'est légèrement pour l'acquisition client, restructuration de leur business très légère, mais principalement 80% du temps ces personnes en tout cas lorsqu'ils viennent vers nous et qui complètent justement le formulaire d'intégration, c'est pour cette partie justement des délivrables de recrutement. Et forcément, on les aide à le faire très bien. Donc, globalement, c'est ce qu'on utilise avec nos clients et c'est exactement ce qu'on va utiliser aussi chez Upscale en ce moment, d'accord, parce que chez Upscale très prochainement, on va sortir aussi et créer un département RH au sein d'Upscale pour les setters closers, c'est-à-dire je vais déterminer une personne bien précise de l'équipe qui va s'occuper justement de cette partie-là et l'objectif c'est qu'on puisse chez Upscale avoir une database des setters closers, c'est comme on l'a déjà, mais l'objectif c'est de multiplier, faire un x10 sur cette partie-là et surtout présélectionner ces personnes-là, c'est-à-dire toutes les personnes qui seront dans la database, que la partie justement le manager RH en fait à ce moment-là puisse prendre les calls et présélectionner et préqualifier justement toutes ces personnes-là. Et donc à ce moment-là chez Upscale on aura une database avec toutes les personnes préqualifiées, prévalidées avec le patch Upscale de qualification. Et donc à ce moment-là, en un seul clic, ils auront vraiment des personnes super quali, d'accord. Donc on est parti justement sur le funnel de recrutement Upscale. Donc comme un funnel classique, l'objectif c'est d'obtenir des nouvelles intentions sur notre formulaire qui a été prédéfini par une scorecard. Scorecard c'est du coup simplement c'est quoi les exigences, d'accord, c'est quoi les responsabilités, c'est quoi les KPI à atteindre, c'est quoi le quotidien aussi de la personne à atteindre. Bref, simplement définir en fait le poste pour que les gens ils soient déjà conscients en fait sur quoi ils apply, ok, sur quoi ils candidatent. À ce niveau-là, comme un funnel classique, les gens ils vont poser des candidatures, d'accord. Donc on obtiendra des candidatures. Bien sûr, pas tout le monde sera quali, ok. C'est comme dans un Calendly, les gens potentiellement ils vont booker, mais pas dans le lot il y a forcément pas tout le monde qui est qualifié, ok. Même si on définit bien les personnes qu'on veut qui candidatent, forcément il y a des personnes qui vont quand même candidater mais qui sont pas les plus qualifiées. Donc l'objectif c'est simplement trier en avant juste en aperçu un peu les candidatures que vous aurez. Forcément plus vous avez de candidatures, mieux c'est. Voilà, 50, 100 plus, ça c'est nice. Donc là forcément nouvelle attention dans tous les sens, sur tous les canaux, LinkedIn. Je pense qu'il y a un post gratuit par mois qu'on peut faire dans les groupes Facebook si c'est setter closer, et surtout moi c'est ce que j'appelle aussi la zone de confiance. Donc en fait tout naturellement poser des questions à vos clients. Ok, à vos propres clients, est-ce qu'ils connaîtraient pas potentiellement quelqu'un de ce poste-là? Deuxième chose, forcément vos amis, votre entourage, votre réseau, d'accord. C'est vraiment la zone de confiance. Et ensuite, plus on s'étale, plus un peu c'est généralement des moins quali, en tout cas sur le papier. Mais voilà. Donc l'objectif c'est simplement de trier en fait sur toutes les candidatures qu'on a pu recevoir avec les questions et toutes les personnes en tout cas sur le papier, sur les candidatures qui semblent être le profil idéal. L'objectif c'est de valider ce qui a écrit, qu'ils ont écrit, que ce soit vrai. Ce qui s'est passé même avec moi, c'est que j'avais des profils justement en tout cas sur le papier très quali, donc je les ai pris en call et finalement c'était la cata. C'est parfois les gens ils mentent, on sait même pas pourquoi. Donc c'est simplement valider en fait ce qu'ils disent en tout cas dans le formulaire est vrai. Donc interview de préqualification en 1 à 1. Donc là l'objectif c'est le manager RH qui fait, donc c'est le processus d'interview des players. Ensuite on a vraiment toutes les candidatures qualifiées avec les préqualifs justement qui ont été effectués, c'est-à-dire là on a qu'uniquement des personnes qui ont candidaté avec le formulaire qualifié et surtout même une interview de pré-qualif qui a été faite et que finalement oui c'est bien vrai, tout ce qu'ils ont dit c'est vrai et ils sont super qualifiés. À ce moment-là, il y a différentes choses qui peuvent se passer, c'est-à-dire en fonction du volume. Nous, ce qu'on fera globalement, c'est on fera pas le test de compétences, que ce soit setter closer, ok. Ce qu'on fera nous, c'est lors de l'interview de la personne, on fera le test de compétences instantané, ok. C'est-à-dire lors de l'interview de pré-qualif, on fera le test de compétences. Donc ce que vous pouvez faire en tant que avec le setter, donc le manager RH faisait, donc forcément il a besoin d'avoir des compétences de setting si vous recrutez dans ce département-là. Globalement, je parle de setting parce que c'est exactement nous ce qu'on fera. Je vous explique exactement nous ce qu'on fera. Donc en fait, le test des compétences, forcément avec le setter, vous allez être dans le chat et vous dites ok, je me suis abonné, voici mon offre, ok, je suis un prospect, je me suis abonné à ton compte.
on continue la conversation pour que tu me bookes en call. Et là, il y aura un silence limite pendant 3-4 minutes et ce sera uniquement par chat. Et l'objectif, c'est de voir son setting, parce que le meilleur moyen de savoir si la personne fera un meilleur boulot, c'est de voir comment il travaille déjà. Ok, donc vous avez déjà un très bon tri là-dessus. Et voilà, let's go. Donc vous avez déjà fait le test de compétences. Et si vous avez à la fin, vous hésitez avec, on va dire 3-4 profils, faites une interview de classement. Reprenez de nouveau ces profils-là, et là vous allez en profondeur sur des questions. D'accord, sur exactement ce qu'ils ont fait dans le passé, d'accord, qu'est-ce qu'ils ont aimé, qu'est-ce qu'ils ont pas aimé, pourquoi ils ont arrêté, d'accord, et généralement, et ça j'ai de bonnes personnes justement qui quittent quelqu'un, en tout cas une entreprise, ce n'est pas dû à l'entreprise, mais c'est à cause du founder en lui-même, d'accord, c'est le founder qui n'était pas assez alors qui ne tenait pas responsable, ou bref, c'est le founder en tout cas toujours la problématique. Donc globalement poser ces questions-là sur le pourquoi du comment, et peut-être aussi pourquoi ils ont été virés aussi, d'accord. Si c'est le cas, bien sûr. Donc interview de classement, aller en profondeur sur toutes les questions, d'accord, sur les KPI, vraiment peut-être refaire potentiellement un test de compétences un peu plus deep. Bref, faites en sorte pour déceler vraiment le meilleur des meilleurs, ok. Donc ça va dépendre vraiment du poste, ça dépend vraiment de ce que vous avez eu en termes de candidature, en tout cas des profils que vous avez eu, pour déceler, de se dire ok, lorsque je vais aller plus deep vers cet horizon-là de questions, à ce moment-là, je vais probablement déceler des plus bien meilleurs profils. Donc recrutement et prise de décision finale. Et là, l'objectif, c'est vraiment aussi d'avoir le CEO, dans l'idéal, aussi avoir le CEO à l'intérieur justement qui va prendre cette décision finale, ou soit aussi prendre aussi par le RH. Donc en soi, c'est un peu les deux, test de compétences un peu RH, et ensuite le CEO qui fait en fait potentiellement la décision finale slash manager. En fait, il y a aussi, je sais que il y a deux manières de faire. Nous, typiquement, moi, ce que je ferais, c'est moi dans cette partie-là, c'est moi qui veux savoir justement qui va rentrer, en tout cas, ok, pour bien valider. Généralement d'ailleurs, ça c'est intéressant aussi, parce que comment faire en sorte d'avoir une meilleure qualité lors des recrutements, en fait sans casser un peu le travail de vos people, donc des membres de l'équipe. Donc en fait vous utilisez simplement la technique de 10-90. Donc en gros c'est 10% vous partagez la vision qui doit être effectuée, les tâches qui doivent être effectuées aux personnes, d'accord. Ensuite 80% du temps c'est exécute par les membres, ok, et 10% revalidation, recheck et repolichage, on va dire, je sais pas comment on peut le dire, mais voilà, relisser la chose. Et en fait comme ça, les gens ils voient que vous leur donnez toute confiance, ok, dans le process, parce que ce qui se passe, c'est que on a des fois, moi aussi j'étais responsable de ça, c'est le micromanaging. C'est horrible, ok. Les gens le prennent mal, parce que si vous recrutez une personne et que vous les micromanagez, les gens vont le prendre très mal, ok. Et ça, je l'ai appris un peu trop tard dans le process. Donc je vous limite ces erreurs-là. C'est lorsque vous recrutez une personne, c'est pour la recruter pleinement au niveau de ce poste et de vous racheter votre temps. Et du coup, mais comment faire en sorte quand même de micromanager, mais sans micromanager entre guillemets, mais dans sorte de ne pas casser cette ambiance de la qualité du travail, ou en tout cas parce que vous voulez vraiment que ce soit tout bien fait, etc. Et donc typiquement voilà, la stratégie 10-90, 10% vous partagez simplement la vision, les tâches classiques, 80% du temps c'est tout doit être exécuté justement par vos people, et les 10% restants c'est vous qui revalidez les choses, revoyez, rescriptez potentiellement différentes choses si c'est au niveau du montage vidéo, du scripting des vidéos, montage vidéo, etc. Et comme ça tout le monde est sur la même longueur d'onde et personne l'a mal pris, et tout et ceci est délivré de la bonne manière globalement, ok. Et ensuite, magnifique, vous avez un nouveau membre de l'équipe lorsque la prise de décision a été effectuée. Et super important, c'est le world class onboarding, ok. L'objectif, c'est de booker comme un appel de lancement, ok. Un appel de lancement avec le CEO aussi, d'accord. Partager la vision, mission, valeur, même si ça doit être systématisé comme ici, ok. Ça c'est en interne pour nous, globalement avec tous les chapitres, ce que nous faisons, objectif sur 3 ans, notre but, ancrage stratégique, valeurs clés, notre UPOV, donc point de vue unique, règles sur les réunions, quelques résultats clients, pour que les gens puissent vraiment s'imprégner. À nos clients justement, on les aide sur la vision mission. D'ailleurs en haut de l'entonnoir, on les aide justement au processus d'interview. On leur donne limite tous leurs contrats, tous les contrats de test, bêta, on leur donne tout ce qu'ils ont besoin justement dans la partie recrutement. Et la phase d'onboarding, elle est tout autant importante, parce que les personnes se réduisent toujours aux standards que vous leur donnez. Pourquoi je l'ai représenté comme un funnel? Parce qu'en fait, l'acquisition client, vous devez la traiter aussi comme, le recrutement, vous devez le traiter comme l'acquisition client. C'est deux choses, c'est deux funnels différents, mais c'est la même chose.
Et donc, en fait, lorsque vous intégrez une nouvelle personne, vous devez l'intégrer comme un nouveau client. Parce que les gens vont se réduire au standard que vous leur donnez sur l'onboarding. Si la personne, c'est un e-player, et que finalement, lors de l'onboarding, c'est flou, c'est pas clair l'objectif, la vision, elle n'est pas aussi claire, et du coup, de un, potentiellement, la personne va avoir déjà une mauvaise image de vous sur l'entreprise et se dit potentiellement que j'ai fait un mauvais choix de rejoindre. Deuxième chose, la personne ne fera mal le travail. Et qu'est-ce qui se passe? Un mauvais founder, la première chose qu'il fait, et globalement c'est comme dans la partie sales, c'est qu'on va toujours blâmer la personne en face. Non, c'est pas moi. Ok. Lorsque mes clients, justement, ils me disent ça, la première chose que je leur réponds toujours, c'est: est-ce que toi, t'as fait le job de l'onboarding? Est-ce que toi, t'as fait le job nécessaire pour que la personne réussisse chez toi? Et ça, je vous dis, je vous spoil déjà, lorsque je pose ces questions à mes clients, 90%, même 95%, la réponse est toujours non. Je pouvais faire mieux. Non, j'ai pas fait assez ceci. Et voilà. En fait, on a la réponse. Si la problématique et le réflexe que toi tu as, c'est toujours rejeter la porte de la personne, de se dire non, la personne n'est pas compétente, c'est que de un, t'es un mauvais founder CEO, ok? Et de deux, bah tu fais mal le travail en tout cas de l'onboarding et tu ne prends pas au sérieux en fait le funnel de recrutement autant comme ton système d'acquisition client. D'accord, super important. Donc développer vision, mission, valeur, développer justement la formation pour eux pour que tout soit carré, et surtout super important les points critiques de responsabilité, donc les PCR. Globalement, vous avez potentiellement une flowchart à ce niveau-là, donc ça je vous conseille vivement de développer une sorte de flowchart, etc. Et en fait tout va partir de là. Ok, donc ça c'est un template. Typiquement, vous pouvez voir ici, ça c'est moi, voilà, ok, CEO, founder, voici un peu les points de responsabilité, et donc typiquement c'est tous les points clés, et donc chaque membre de l'équipe, bah il a justement les points clés qu'il doit effectuer, et qui sont simplement les décisifs, c'était en fait littéralement les tâches à effet de levier de la personne, et donc chaque fois qu'il doit se poser, ok, qu'est-ce que je dois faire aujourd'hui, bah je sais pas, juste tu regardes littéralement tes PCR aujourd'hui, ou tes PCR tout simplement, et tu dis ok, je sais exactement ce que je dois faire, ok, je connais mes tâches à effet de levier. Parce que ce qui se passe, c'est que des fois, potentiellement, les personnes font les mauvaises choses, ok, et ils perdent du temps. Et donc, lors de la formation, aussi super important, c'est de faire des calls 1 à 1, ok. Forcément, plus tu avances, t'as pas besoin en tant que CEO, mais en tout cas, une personne qui va manager la personne. Donc, imaginons, ce que vous faites, c'est que, imaginons si vous avez déjà un coach depuis longtemps. Je parle au coach parce que forcément ça va être beaucoup plus lisible. Globalement, ceux qui me regardent, ils ont probablement déjà un coach. Donc si vous recrutez un coach et que forcément vous commencez à scaler votre acquisition client, juste faites passer soit cette personne-là au manager, super simple, ou soit, si vous ne voulez pas, simplement lui donner une paye supplémentaire plus, ok, pour former la personne pour vous. Super simple, hein. Effet de levier, d'accord, rachetez votre temps. Et du coup, finalement, vous avez justement un système dans lequel vous avez rien fait, tout a été processisé par le RH et relayé donc CEO pour vous, et ensuite relayé en termes de formation management par justement votre coach précédent. Pareil si vous avez besoin de 2 setters, pareil si vous avez besoin un deuxième closer, etc. C'est le moyen le plus simple qui va vous demander pas beaucoup de temps, pas beaucoup de compétences non plus. Juste vous demander, vous lui facturez un peu plus. Et enfin vous lui faire payer un peu plus, ou soit vous le faites pas directement passer par manager, et du coup dans ce cas-là vous vous retirez carrément de ces départements-là, et c'est tout autant mieux, d'accord. Et magnifique, vous avez délégué en tout cas un département, et que vous n'êtes plus géré. Maintenant il faut quand même un système de réunion, ok, c'est ce qu'on partage aussi à nos clients, mais globalement vous avez quand même besoin d'avoir un weekly par département, ok. Forcément vous avez besoin d'avoir un monthly, ok, un tous les 3 mois et un tous les ans, quoi, ok. Et voilà, quoi, ok. Et voilà. Mais globalement ça sera déjà suffisant. Super important. Et donc là c'est lorsque tout est validé, ok. Donc ça c'est avec les managers, d'accord, ok, ça avec les managers exécutifs. Et du coup, ce qui se passe, c'est que par la suite, je vais mettre en vert. Ok, je vais mettre en vert. Donc, ce qui se passe, c'est que lorsqu'on a les calls 1 à 1, ok, c'est tous les jours. Le manager doit prendre la personne tous les jours en call. J'ai vu des transformations, en tout cas des membres, et qui performaient même 50% plus lorsqu'il y a des calls 1 à 1 qui ont été faits par le CEO ou par le manager justement de ce département-là. Tous les jours. Alors ça peut durer
ça peut varier en termes de durée parce que je vais venir combien de temps. Minimum déjà les 5 premiers jours. Ok. Et puis j'ai déjà vu des personnes faire pendant 4 semaines d'affilée, quoi. Ok. Day par day. Alors forcément, il y a quand même un délai de 2 semaines. Ok. Vous l'envoyez un contrat chez nous, parce qu'en fait on donne un contrat de 2 semaines, etc. Globalement, sur les 2 semaines, vous pouvez le former pendant une fois tous les jours, etc. Et vous voyez en fait si la personne a bien été formée là-dessus. Enfin, en tout cas, si elle a été assez coachable et let's go. Donc ça, c'est la partie critique, d'accord? C'est pour ça, forcément, vu qu'on va faire du daily au début, pour que la personne vite se forme vite au process, etc. Parce que chaque entreprise a des process différents et on pourra toujours se dire, c'est que oui, mais si la personne a déjà fait ce travail-là, c'est que probablement il est déjà formé. Non, parce que chaque entreprise travaille différemment et donc forcément votre manière de travailler, je vous garantis qu'elle est entièrement différente de l'autre. On gère actuellement plus de 40 business de coaching actuels, chacun travaille différemment en interne. C'est comme ça, d'accord? Et donc finalement, lorsqu'on fait passer potentiellement un setter à un autre, ce sera 2 mondes différents, ok? Et ça, je vous garantis sur le même process littéralement, d'accord? Donc voilà, concernant les rétentions, concernant le funnel de recrutement qu'on va mettre en place aussi en interne, et surtout la partie rétention, ça c'est super important, c'est que lorsqu'on recrute au début, tout le monde est joyeux. Maintenant, lorsqu'il s'agit de rétention, tout le monde ferme les yeux, d'accord? Lors de la rétention, l'objectif c'est de faire monter au sein de l'entreprise pour que les gens ils puissent voir en fait une opportunité de croissance dans l'entreprise et surtout pas uniquement financier. Vous allez voir que il y a l'aspect financier, donc forcément bonne structure vis-à-vis du travail qui est effectué, ça c'est certain et ça tout le monde, peu importe le job qu'on fait, forcément on veut être payé à la juste valeur, mais surtout une opportunité de croissance aussi personnelle. Moi je sais très bien que j'avais déjà arrêté de collaborer avec une personne en interne dans un département spécifique parce que je sentais que je n'avais plus rien à lui apprendre. Pour moi, c'était quelque chose que je détestais faire. C'est de me dire ok que la personne elle n'apprend plus rien, en fait, elle n'avance pas. Donc je me dis pour moi, elle perd du temps chez moi. Et du coup, je veux pas que les gens qui sont chez moi, ils perdent du temps. Et donc en fait, forcément une opportunité de croissance tout le temps. Un impact mesurable, c'est-à-dire vraiment d'avoir des bons KPI mis en place à chaque fois, une bonne structure de paiement comme j'ai dit, et de la reconnaissance du travail qui est effectué. Littéralement, et ça c'est des conseils de rétention qui vont changer le game pour vous si vous faites du recrutement et que vous avez déjà du personnel actuellement, d'accord? Et concernant le funnel de recrutement, vous voyez que c'est un funnel, d'accord? Et il faut le prendre littéralement comme un funnel d'acquisition client, d'accord? On a le top of funnel avec un formulaire, ok? On le déploie sur partout. On reçoit des candidatures. Ensuite, lors de la candidature, en fait, on commence à préqualifier et faire des interviews légères sur les candidatures, en tout cas, qui ont été sur le papier les meilleures. Donc, à ce moment-là, bim, on a les candidatures qualifiées. On peut directement faire un test de compétences. Comme j'ai dit, chacun peut fonctionner différemment. On peut aussi faire de cette manière-là, voilà, enfin bref, tout le monde peut gérer différemment. On peut faire le test de compétences aussi et aussi l'interview de classement. Donc en fait, sur le papier, on peut avoir 1, 2, voire 3 interviews. Pour vous dire, sur le papier, on aura ce que j'ai en tête. Forcément, c'est quelque chose qui peut évoluer parce que nous, on va débuter le département RH au 2025, mais globalement, on aura 2 interviews. Parce que vu que c'est setter closer, ça va être vraiment facile de préqualifier. Forcément, si c'est media buying, c'est un peu différent. Aussi, des fois, j'ai vu des entreprises qui mettent des tests de compétences en avant. Ok, cette manière-là, test de compétences, ensuite interview. Ok, voilà. Du coup, nous, ce qu'on fera, c'est setter préqualifier un test de compétences au même temps. Ok, en même temps. Et ensuite, en dernier lieu, en fait, je pense qu'on n'aura pas, vu qu'on n'a pas besoin, vu qu'on a simplement besoin de créer une database. Donc voilà, en fait nous on va juste par une seule interview, on va simplement les mettre justement dans la database et du coup on va simplement processiser davantage cette partie-là et globalement qu'on puisse avoir vraiment un gros CRM dans lequel forcément tous nos clients chez Upscale ils puissent le voir et il y aura ils sont badgés limite Upscale et ils seront uniquement délivrés pour nos clients en interne. Comme ça en fait en un seul clic ils peuvent recruter des personnes, des players qui ont été préqualifiés par nous et on leur donne, vu qu'à nos clients on leur donne limite tous les systèmes de recrutement, en plus de ça, ils seront bien formés sur le world class onboarding pour les clients, pour que en fait les personnes, ils ont un standard super élevé dans l'entreprise dès le début et qui performent dès le jour J. Ok. Donc voilà, ça c'était le recrutement donc le funnel de recrutement de chez Upscale. Enfin, ou de manière générale, quoi qu'il en soit. Voilà un peu les fondamentaux, les principaux, et à quel point c'est important de le prendre comme si c'était un funnel d'acquisition client. D'accord? Et j'espère que ça